Et j'appelle Docteur Tahraoui pour lui donner l'attestation. Docteur Tahraoui. On va prendre une photo maintenant. Ouais, très bien. Et s'il y a un problème, on va rectifier. Il faudra rajouter les résidents qui m'ont aidé à faire les images. Bon, maintenant on passe aux questions concernant les différentes communications. Donc on va commencer par les mycoses à répétition. Pas de questions pour les mycoses? Les mycoses, c'est un problème auquel est confronté tous les médecins qui font la femme, généralement. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je peux poser une question concernant la contraception. Donc, quelle est la contraception idéale quand il s'agit d'une malade qui a des mycoses à répétition? Alors, je suppose que votre question par rapport au dispositif intra-utérin, parce qu'au fait, par rapport au dosage des oestrogènes, quelle est la... Au fait, notre choix ne se fait pas par rapport à cela, il se fait par rapport au contexte de la femme. Parce que par rapport à la contraception œstroprogestative, si à un certain moment donné, plutôt des œstroprogestatifs de 3e ou 4e génération, le temps a démontré que le risque cardiovasculaire était plus important lorsqu'on donnait des progestatifs de 3e et de 4e génération. Donc, il vaut mieux aller vers des thérapeutiques qui sont plus conventionnelles. Donc, par rapport à cela, on va voir toujours le risque cardiovasculaire. Est-ce que la patiente présente un diabète? Est-ce qu'elle a d'autres facteurs de risque, notamment l'obésité, le tabac, parce qu'il ne faut pas le sous-estimer. Et la contraception ne prend pas en considération cela. Par contre, par rapport au traitement, par rapport à la contraception locale, enfin je veux dire du dispositif intra-utérin, la question, est-ce que le stérilet peut aggraver une infection génitale? Toute la question est là. Si l'oestrogène est très élevé, donc on doit le faire donner une autre contraception œstroprogestative plus faible en oestrogène. On peut dans ce cas-là proposer une autre contraception et voir est-ce que c'est réellement la contraception qui est à l'origine de cette récidive ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque. Merci, professeur, pour cette communication. Moi, je reviens à la question des prélèvements. En cas de prélèvement, quelles sont les conditions adéquates pour avoir un bon prélèvement et une bonne analyse biologique? Parce que souvent, lorsqu'on interroge la malade, on voit que le prélèvement est fait dans de très, très mauvaises conditions, allant de la toilette intime au lieu du prélèvement, à la durée du transport entre le prélèvement et le laboratoire, et enfin le laboratoire, qu'est-ce qu'il teste comme antibiotiques? Souvent, c'est des antibiotiques qu'on ne trouve pas sur le marché ou c'est des antibiotiques qui n'ont pas d'impact sur cette région anatomique. Merci. Au fait, la réponse, elle est dans votre question. Ce n'est pas une question. En fait, vous avez plutôt précisé que ça doit être à l'esprit de celui qui a prélevé toutes les conditions que vous avez citées. 1,
il faut dire à l'avance, comme pour lorsqu'on réalise un frottis, qu'il ne faut pas de toilette intime, donc pour réduire le risque d'erreur. Deuxièmement, il faut que le prélèvement se fasse le matin pour que l'acheminement se fasse rapidement vers le laboratoire, parce que malheureusement, il n'y a pas un endroit au niveau du labo où on fait le prélèvement pour faire la lecture rapidement. Et enfin, il faut savoir que quand on fait le prélèvement, il faut préciser qu'on cherche un microgramme. Donc, ce n'est pas que chercher que des bactéries, rechercher aussi les champignons et surtout tester tous les antifongiques qui sont disponibles en Algérie et pas les cas rares ou les traitements qui sont exceptionnels. Et d'ailleurs, c'est valable comme pour le CBU. Souvent, on est face à des prélèvements qui ont été faits et l'antibiogramme, il nous limite notre champ d'action et on est obligé de donner des antibiotiques assez rares alors que les plus communs n'ont pas été testés. On a la main forcée de donner des traitements ou qui sont coûteux ou qui peuvent entraîner une résistance par la suite. Donc, moi, je pense qu'il faut savoir aussi discuter avec les gens du labo et leur dire, voilà, pour qu'ils s'améliorent dans leur façon de répondre. Mais vous avez résumé le tout dans votre question. Moi j'ai parlé... Bon, j'ai parlé de ce problème parce que pour attirer l'attention des confrères, d'être très critique à la lecture d'un antibiogramme et ne pas le prendre comme ça. Il faut poser des questions à la malade, comment qu'il a été fait et comment qu'elle a reçu la réponse du laboratoire, parce que le laboratoire fait dans n'importe quelle condition, dès qu'il a un échantillon, il ne demande pas depuis combien de temps il a été prélevé, dans quelles conditions a été prélevé et qui a fait le prélèvement. Et un sage-femme, un gynécologue, n'importe quelle personne, c'est un problème. Il faut être très critique dans la lecture et dans l'acceptation d'un prélèvement et d'un antibiogramme. Merci. Effectivement, si ce n'est pas vous qui avez réalisé le prélèvement, c'est clair qu'il faut vérifier toutes les conditions et ne pas hésiter à refaire ce prélèvement si on n'est pas satisfait de la lecture. Et je vous ai dit, ce sont des partenaires. Les laboratoires, c'est comme les laboratoires de radiologie. On améliorera la qualité de leurs réponses que si on discute avec eux et avoir un partenaire ou deux partenaires, voilà ce que je cherche. Et c'est comme ça qu'on va améliorer la qualité de leurs réponses. Mais c'est clair que si le prélèvement n'a pas été fait dans de bonnes conditions, il faut le considérer comme caduc et refaire carrément votre prélèvement. C'est pas moi, c'est les organisateurs s'ils permettent. Oui, on le permet. Nous, les vieux, on n'avait pas besoin d'aller faire le laboratoire pour chercher la mycose et le trichomonas. On envoyait un coton-tige, des fois même sans spéculum, on le met sur une lampe parce qu'on cherche les filaments. On ne cherche pas les bactéries, on ne fait pas de culture. On n'a pas besoin de faire de la culture pour chercher les filaments mycéliens. Une goutte de potasse, un microscope, et nous on voyait que c'était une femme qui avait une mycose, dans la mycose usuelle, candida. Donc les précautions de prélèvement se font sur les germes qui sont fragiles, et surtout là, les virus, quel que soit. Mais le filament mycélien, le trichomonas, on nous a appris dans notre cursus, nous on le faisait, vous ne le faites pas, au laboratoire, un microscope, une lame, je mets une goutte de potasse, je regarde et je trouve le trichomonas, je trouve le filament mycélien. Hein? Les sniffettes, oui. Ça c'est pour le trichomonas, l'odeur. Mais le filament mycélien, c'est vrai. Que le filament mycélien, sauf si dans le cadre où on est dans l'infection mixte. Et là, donc, il faut faire la part des choses et il y aura l'antibiogramme. On appelle voilà, exactement. Concernant le gel pour l'hygiène intime, doit-on conseiller la femme à utiliser un gel pour l'hygiène intime? Et à quel pH doit être ce gel pour les mycoses à répétition? Alors, concernant les gels,
Au fait, bon, les laboratoires viennent régulièrement nous voir, nous dire voilà, chacun, quand le pH est bas, voilà, c'est parce qu'il va protéger contre la mycose, l'autre non, voilà, le pH, il est équilibré. Chaque laboratoire va donner des arguments par rapport au gel qu'il va proposer. Mais en pratique, théoriquement, la femme, le corps de la femme, il est là pour se défendre de lui-même. Donc, et ce n'est pas un gel externe qui va changer un pH qui est interne, si on veut être logique. Maintenant, le gel, il est là, le gel intime, il est là pour améliorer la qualité de vie. Se laver à l'extérieur améliore l'hygiène par rapport à elle. Mais le gel en lui-même n'a jamais changé le traitement et ça ne devrait pas faire partie d'un traitement curatif. Il est là pour accompagner. Maintenant, est-ce que le gel, lorsqu'il a un pH neutre ou un pH bas, va changer quelque chose? Personnellement, je ne suis pas persuadée. C'est mon intime conviction. Ce n'est pas le pH qui va changer quelque chose. Au contraire, souvent on dit à la femme, l'hygiène consiste à se changer régulièrement, à utiliser du tissu qui est le coton, à ne pas utiliser un savon parfumé, c'est-à-dire l'hygiène d'une femme sans avoir besoin d'utiliser des gels intimes qui est une dernière mode, mais qu'avant nos mamans, nos grands-mères n'ont pas utilisé et pourtant n'avaient pas plus d'infections que les autres. Qu'est-ce que vous pensez de l'eau mélangée au bicarbonate pour les mycoses? C'est ce qu'on dit. Ouais. C'est les recettes de grand-mère. C'est les recettes de grand-mère. Et le savon de Marseille parce qu'il n'est pas parfumé. Ouais. C'est mon intime conviction. Ouais. Ouais. On passe à la deuxième communication. Question pour la deuxième communication. Place de la progestérone dans les ABRT. Professeur Kassi, est-ce qu'il y a des questions? Alors, vous n'avez pas de problème là pour les ABRT répétition? Alors, ma question est sur la balance. C'est Dr Bouni, médecin généraliste. Alors, ma question est sur la balance bénéfice-risque pour le traitement par la progestérone chez une femme qui présente des antécédents d'un cancer hormonodépendant. D'accord, d'après ce que j'ai compris, c'est-à-dire si la femme elle a un antécédent de cancer du sein, est-ce qu'on peut donner de la progestérone? C'est ça. Bon, tout d'abord, la progestérone, c'est de la progestérone naturelle. On donne de la progestérone naturelle micronisée, c'est-à-dire elle n'a pas d'impact sur les antécédents de la patiente. Je ne sais pas ce que j'ai répondu à votre question ou pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour la progestérone? Pas de questions? Donc on passe à la dernière communication, professeur Bendaoud. L'imagerie concernant les ménométrorragies chez la femme en périménopause. Moi j'ai une question à poser. Quand on fait une échographie chez une femme en périménopause et qu'on trouve un endomètre très mince, et à cet âge-là, on conseille beaucoup de la progestérone. On dit on n'a pas d'oestrogène. Alors qu'on ne fait que creuser encore cet endomètre mince. Oui. Justement. Et qu'est-ce qu'il faut? Alors, on peut conseiller deux choses. Arrêter le progestatif si elle est sous aucun traitement, donc lui proposer des œstrogènes. Proposer des œstrogènes qui n'ont pas, quand on les prend sur un moment court,
Ils n'ont pas d'impact. Il ne faut pas avoir peur des oestrogènes. On peut le donner même dans la ménopause. D'accord? Ça dépend du cycle. On peut faire une cure de 10 jours, mais en général, on contrebalance avec la progestérone. Mais bon, à un moment donné, on avait des oestrogènes seuls, en percutané, qui n'avaient pas beaucoup d'effet. Le bêta-estradiol, il ne faut pas utiliser les autres oestrogènes, les équins et tout, il ne faut pas les utiliser. C'est le bêta-estradiol en percutané. Oui, on va percutaner pour les traitements substitutifs de la ménopause. Voilà. Ou alors, on peut juste, si vous voulez, utiliser ce qu'on appelle, pas des anticoagulants, par exemple la dicinone, le temps de faire pour arrêter. On peut, à un moment donné, si vraiment c'est une dame qui saigne, qui ne désire pas de grossesse, qui est anémique, il faut aller faire le geste radical. Il faut enlever l'utérus. Oui, il faut, on n'en a plus besoin. Il n'y a pas de projet de grossesse, elle est pratiquement pas loin de la ménopause, elle saigne beaucoup. Moi, je ne vais pas mettre sa vie en danger pour garder un utérus dont on n'a pas besoin. On peut lui proposer. Maintenant, si on donne l'œstrogène se donne soit comme un traitement substitutif de la ménopause, c'est-à-dire faire pousser l'endomètre avec les œstrogènes et le stabiliser avec de la progestérone. 15 microgrammes, 20 microgrammes, ça dépend du produit que vous avez. On peut utiliser aussi, comme on le faisait à un moment donné, je pense que ça se fait encore, ça s'appelait Gradiel. Je ne sais pas si maintenant cette pilule, qui est c'est un cycle artificiel, après les curetages, pour éviter les synéchies pour les femmes, ou après hystéroscopie, où on enlevait des myomètres intracavitaires. Gradial, donc c'est un œstroprogestatif dernière génération qui n'a pas d'effet métabolique très important. Je ne sais pas sur quel nom elle est commercialisée actuellement. Vas-y. Si je peux apporter une précision par rapport à votre question. Quand on a un endomètre qui est fin, au fait, on va se positionner toujours par rapport à l'âge de la femme. Est-ce que la femme est jeune? Est-ce qu'elle est en périménopause, c'est-à-dire au-delà de 40 ans? Parce que faire un cycle artificiel, c'est possible. Même, c'est vrai que le risque des œstroprogestatifs au-delà de 40 ans existe, mais c'est vrai que sur une courte période, 1 ou 2 cycles, il faut évaluer bénéfice-risque. Une femme qui a un antécédent d'une thrombophlébite, c'est clair, même 1 mois est problématique pour elle. Donc chez ces femmes-là, on peut proposer, comme professeur Bendaoud vous l'a dit, un œstrogène naturel. Actuellement, les gels, les œstrogènes par action locale patch ou gel n'existent plus. Donc, ce qu'on peut proposer chez elles, c'est le stradiol, c'est le Proginova. Le Proginova qui est disponible, donc il est à un seul dosage. Actuellement, je ne pense pas, je pense qu'il n'y a que le 2. Et à ma connaissance, il n'y a que le 2 mg. Donc, on peut proposer un cycle artificiel. Donner des œstrogènes en première phase du cycle pendant 10 à 15 jours, puis associer à un progestatif naturel, micronisé. Et là, on peut régénérer un endomètre. Mais la question, un cycle, le risque à l'arrêt que ça se reproduise, parce que c'est des femmes qui vont faire des cycles dysovulatoires, donc il va y avoir régulièrement ce problème-là. Maintenant, est-ce que c'est la seule cause où il y a de l'adénomiose associée, parce que souvent en période périménopausique, c'est l'adénomiose qui est souvent associée. Là, il faut penser aussi à un traitement à moyen terme, non, radical. Souvent, hein, une femme jeune, moins de 45 ans, elle refusera un traitement radical. Donc, trouver d'autres alternatives, et il en existe. Voilà. Il y a des femmes qui sont arrivées à 5 d'hémoglobine. Je vous promets que ça, j'arrive. C'est rare que l'atrophie donne des saignements de grande abondance. Mi C'est l'œstroprogestatif dosé à 10.
C'est le plus faible. Ça n'existe plus maintenant. Je ne sais pas. Oui, mais le souci, c'est pour ces contraceptifs, non, pas seulement que les spottings. Le souci, c'est quelle génération de progestatifs. Si c'est une 3e ou 4e génération, le risque cardiovasculaire est plus important. Donc, et attention, hein, maintenant, les accidents cardiovasculaires ne sont pas tolérés. C'est les progestatifs qui sont générateurs de ces complications. Et avoir une complication, c'est lourd. Je vous ai dit, l'œstrogène ne me fait pas peur. Même à 50 ans, même chez une vieille, quand vous la préparez pour une colposcopie, vous ne lui donnez pas des œstrogènes à courte durée. Je n'ai pas peur. J'ai peur du progestatif. Même pour le sein. Quand courte durée et à de low dose, petite dose, n'ayez pas peur. C'est de le long cours 1 et les équins, les conjugués pour l'œstradiol, c'est le plus dangereux. Ça, ils ont des effets. Mais moi, j'ai peur du progestatif. C'est ce qui me fait peur. D'ailleurs, l'étude qui avait un pavé dans la mare par rapport au traitement substitutif de la ménopause qui a été publié aux États-Unis, au fait, ils ont utilisé un œstrogène équin, c'est-à-dire d'origine de la jument, et qui n'est pas utilisé dans notre contraception. Et pourtant, on a dit que les œstrogènes étaient néfastes. Mais au fait, les œstrogènes qu'on utilise ne le sont pas. Au contraire, les femmes chez qui on donne un traitement œstroprogestatif, elles sont tellement bien cadrées, bien surveillées, que le pronostic chez elles est meilleur que chez la femme qui n'a pas été mise sous traitement. Mais malheureusement, maintenant, c'est dans la tête des gens que le traitement substitutif de la ménopause est néfaste. On fait avec, mais à chaque fois que vous avez une femme qui présente des effets secondaires de la ménopause et chez qui un traitement symptomatique ne donne pas, il faut savoir penser à leur donner ce genre de traitement et leur expliquer bénéfice-risque comme pour tout traitement. Le traitement qu'on utilise tous les jours, qui est le Doliprane, a un risque d'insuffisance hépatique qui est majeur et pourtant on le donne. Donc, il faut toujours évaluer le bénéfice par rapport au risque de tout traitement, quel qu'il soit, et savoir expliquer à la patiente, voilà et voilà. Et le choix et la décision, elle se fait conjointement, hein. C'est le counseling. J'ai pas compris. On peut leur donner une contraception œstroprogestative. Si elle n'a aucun facteur de risque, si elle a juste des troubles du cycle, on peut utiliser les progestatifs. Le stérilé inerte, cuivré, inerte. Eh ben c'est la meilleure contraception en périménopause. Le stérilet inerte, sans hormones, sans rien du tout. C'est la meilleure. Si elle a des troubles du cycle, on peut la contracepter avec un Mirena, d'accord. Ou alors on peut donner une contraception œstroprogestative avec comme œstrogène le bêta-oestradiol, et il faut faire attention au progestatif. On peut la donner jusqu'à 50 ans sans avoir peur. Moi, je ne suis pas d'accord. Donner les microprogestatifs. Le microprogestatif. Oui. Moi, à mon avis, le risque de grossesse diminue au fur et à mesure avec l'âge. Il existe, mais il est faible. C'est les microprogestatifs au-delà de 42-45 ans. Les œstroprogestatifs, à mon avis, ne sont plus d'indication. Eh bien, je te dirais, l'effet des microprogestatifs, leur effet périphérique, il est bien.
il rend la glaire hostile. Par contre, il n'est pas bon sur l'ovaire parce qu'il va pousser à des dysovulations, à des échappements, folliculaires. Pas seulement pour le risque de grossesse. Je m'en fous du risque de grossesse, mais c'est le risque hormonal. Vous savez, la FSH et la LH, elle est soumise à un feedback positif et négatif. Et donc, les échappements, l'effet sur l'endomètre, qu'est-ce que ça va être? Des dysharmonies. Il est soumis, il n'est pas soumis, il est soumis, il n'est pas soumis. Donc, il vaut mieux qu'il y ait... Ça y est, c'est ma dernière. Classe. Non, non, c'est madame qui m'a poussé à en parler. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci. Inch'Allah, on va clôturer la première session du matin et on invite tout le monde pour le repas. Oui. La cure ou l'ismocèle? Ah, le diagnostic, oui. Non, on ne peut pas. Ce n'est pas des années. C'est la même chose comme la cure d'ismocèle. Il faut attendre au moins 3 mois après la césarienne pour dire qu'il y a un ismocèle. D'accord? Il y a des questions? La cure d'ismocèle. Il y a des risques. C'est pour ça qu'il faut... la cure hystéroscopique, vous parlez, ou la célioscopie? L'hystéroscopie, il ne faut jamais opérer en hystéroscopie et en ismocèle si on a le mur de sécurité. Si vous voulez, je vous remontre l'image du mur de sécurité. S'il est inférieur à 2,5 mm. D'accord? Mais les complications, ils peuvent, même avec un mur de sécurité de 2,5 mm, on peut avoir des complications. C'est 3 mois. C'est 3 mois. La grossesse au niveau de la cicatrice, oui, il existe toujours. Ouais. Ce n'est pas l'ismocèle qui fait ça. L'ismocèle est un facteur favorisant. Mais même si on a une cicatrice normale, une cicatrice de césarienne normale, on peut avoir une grossesse au niveau de la cicatrice. Mais l'ismocèle, il augmente la fréquence d'avoir des cicatrices au niveau des grossesses ectopiques. Elle est considérée comme une grossesse ectopique. Cicatrisation. Différemment. C'est confirmé, c'est le professeur Fernandez, il a dit il n'y a pas une méthode de suture de la césarienne qui est supérieure à l'autre. Ils ont essayé toutes les méthodes. Ce qu'on appelle, nous, quand on a fait une formation, en un seul plan extramuqueux. Ils ont essayé les 2 plans en extramuqueux. Ils ont essayé de prendre l'endomètre, de faire des plans séparés. Il n'y a pas eu de différence. Donc, il n'y a pas une méthode de suture de la césarienne qui est supérieure à l'autre, qui évite l'ismocèle, c'est ça. C'est le processus de cicatrisation de la patiente qui fait ça. Il y a des facteurs de risque aussi. Il y a les infections, le diabète, l'obésité, l'âge de la patiente. Le fait qu'on fait une césarienne à une dilatation de plus de 5 cm, ça favorise l'indication de la césarienne. Césarienne faite en dehors du travail, césarienne faite en urgence, c'est pas la même. La cicatrisation n'est pas la même. Et on reprend l'ismocèle lorsqu'il est parlant. Lorsqu'il est symptomatique. Parce que même, j'ai demandé des questions. Il y a toujours le risque de la grossesse ectopique au niveau de la cicatrice. Il y a M. Fernandez qui dit que ce n'est pas parce qu'il y a un risque de rupture utérine ou il y a un risque de cicatrice qu'on va opérer. Non. Si ce n'est pas symptomatique, on n'est pas.
lui donner le schisme. Oui, justement, moi je demande, je lui dis comment il a fait. Elle me dit, docteur, avec c'est-à-dire une caméra et tout par voie vaginale. J'ai Mhm. Pour poser la question qui me vient maintenant, il faut utiliser l'énergie du modèle en mode sexuel et vaporisable. Le laser CO2, il ne donne pas les mêmes résultats qu'une réduction, c'est-à-dire qu'on utilise la pédale jaune, la section. Il y a une différence entre section et coordination. Mais c'est-à-dire, moi j'ai fait une petite recherche. J'ai trouvé après que j'ai vu que ces patientes parlent de ce laser, donc j'ai pas compris comment il est utilisé. J'ai trouvé qu'il a dit qu'il y a certains, le laser, on peut traiter les formes simples par le laser, soi-disant le laser CO2. Donc par exemple, actuellement il y en a ces lasers et tout pour la cicatrisation probablement et tout, non? C'est d'aplatir la niche. Donc on doit faire une niche. Parce qu'il y a une niche. Le but du traitement, c'est d'aplatir. C'est qu'il n'y ait plus de niche. La mise à plat de la niche. D'accord. Et pour faire ça, avec le laser ne fait qu'une vaporisation avec qui donne. Ça veut dire le fait de yahraq, mais oui, il va pas. Il va. On doit enlever. Il y a trois méthodes. Il y a ceux qui font. Non, c'est pas coagulé. C'est-à-dire le fait yahraqha, ça veut dire il va rapprocher les deux brèches et comme ça elle va être fermée. Non. Non, c'est pas ça. Parce que le but du traitement, tu as une niche. Avec la niche, on ne peut pas brûler celle-ci en bleu. Pour qu'il y ait une cicatrisation, il y aura de la fibrose. Oui. Ça ne va pas grandir encore plus, il y aura de la fibrose. Mais le but du traitement, c'est que tu as une niche comme ça. Essaye de l'imaginer. Une niche comme ça. D'accord. On est obligé de la mettre à terre. Et le fait, docteur, excusez-moi, le fait de faire, c'est-à-dire la résection comme le dernier, celui qui a fait, il a enlevé la première, la deuxième, et puis il a enlevé celle 360, voilà. Une fois on fait ça, la patiente après 2 ans, elle va avoir une grossesse. Est-ce qu'elle ne va pas avoir un risque, c'est-à-dire d'un avortement, c'est-à-dire précoce, le risque d'avortement chez elle? Est-ce qu'on est obligé de préparer la patiente à lui dire plus tard, peut-être on va utiliser un cerclage en plus et tout? Oui. La cicatrice, probablement, elle va retentir sur le col. C'est-à-dire, le fait de faire l'intervention, on va retentir sur la qualité du col. De l'ise. Et ou le l'isme et le col, c'est-à-dire, il ne va pas retentir sur le muscle du col et tout. Oui. Oui. Là, si vous parlez de la qualité fonctionnelle du col, quand on utilise des récepteurs, donc c'est important, là il y a un risque. Parce qu'on doit dilater pour rentrer. Il est préférable, il n'y a pas d'étude, sincèrement, il n'y a pas d'étude mondiale qui dit, mais il est préférable de faire ça. Si on utilise les récepteurs, je vous ai compris. Parce qu'on ne dilate pas. Mais si vous parlez de la cicatrice, le fait de faire une grossesse, c'est une réussite pour le traitement des symptômes. Je ne sais pas si vous m'avez dit. Oui, ça veut dire. Le fait de faire une grossesse avec une position saine, ça c'est une réussite du traitement. Il n'y a pas d'atteinte, il n'y a pas d'altération dans le fonctionnement ni du col, ni du myomètre, ni de l'os. Il n'y a pas d'atteinte. Et d'après ce que j'ai compris, on peut avoir le premier ismocèle après un accouchement, on peut avoir un deuxième. Césarienne, oui, on peut avoir un deuxième. Après le deuxième, est-ce qu'il y a un risque pour la patiente c'est-à-dire de refaire l'intervention?
Oui. On peut traiter la deuxième et c'est-à-dire recommander une troisième grossesse si elle veut. Normal. Très bien. Oui, toujours en parallèle de la symptomatologie, en parallèle. Et l'infertilité. S'il vous plaît, docteur Ahlassi, il faut toujours signaler, il ne faut pas dire aux malades on va vous opérer parce qu'on va augmenter la solidarité de la cicatrice ou améliorer la qualité de la cicatrice pour accoucher par voie basse. Ça, c'est. S'il y a une seule césarienne. Oui, bien sûr, mais pas renforcer la qualité. Tout à fait, tout à fait. Donc, autre chose, excusez-moi s'il vous plaît, je pense qu'il faut bien examiner juste la malade. Il ne faut pas changer la pilule dès que la malade saigne après la césarienne ou après la cicatrisation. Des fois, on change la pilule, mais la malade saigne par l'ismocèle ou des fois par un ectropion. On voit que la malade change la pilule 1001 fois, alors que la malade saigne par l'ismocèle ou il y a des spottings, ou il y a... c'est pas la contraception, c'est l'ectropion ou l'ismocèle qui saigne. Tout à fait. Ne changez pas la pilule après, sans avoir examiné le col et faire une échographie endovaginale, voir la cicatrice de la césarienne. Tout à fait. Généralement, il est passé par l'échographie endovaginale. Qui a été faite au moment du travail, là où il y a le moment de contraction. Il y avait une mauvaise contraction où la césarienne. Non, c'est préparé.